Arrêtez le distro hopping, mais genre vraiment. Parmi les conseils que j'ai le moins lus pendant que j'expérimentais Linux, c'est de loin celui qui me semble le plus important. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le distro hopping tue votre expérience Linux, littéralement. Le distro hopping, c'est le fait de changer sans cesse de distribution Linux, basiquement. Mais ça cache quelque chose de plus complexe qu'une simple volonté chronique de changer. Une recherche de perfection, d'une solution qui répondrait à tous vos besoins, mieux que la précédente, et on ne va pas se le cacher, sans avoir à fournir d'efforts. L'espoir dont vous n'avez peut-être vous-même pas conscience, ou que vous n'osez pas vous avouer, de démarrer sur un OS et de vous dire « ça, c'est ma distribution et elle marche nickel ». Alors spoiler, ça n'arrivera jamais. C'est d'ailleurs pour ça que ce phénomène existe. Après avoir quitté une distribution qui vous agaçait sur tel ou tel point, vous en avez essayé une autre, qui corrigeait le souci. Mais en apportait d'autres. Et ainsi de suite, jusqu'à parfois essayer plusieurs fois la même distribution dans votre quête qui finalement commence à ressembler à un cycle. Avouez que ça vous parle. La raison est très simple. Une distribution Linux est une distribution Linux. Elles ont beau présenter des différences parfois même importantes, un Linux finira toujours par se heurter aux limites de Linux. Mais d'abord, c'est quoi Linux ? Linux n'est pas un système d'exploitation, c'est un noyau. Alors sans rentrer dans les détails, le noyau est ce qui met le hardware à disposition du software. Il met les ressources matérielles à disposition des applications, parfois directement pour les éléments les plus courants comme les traits de CPU ou la mémoire, et parfois par le biais d'un pilote pour des éléments plus complexes tels qu'une carte graphique. Alors, très grossièrement, et c'est pas la peine de le reprendre en commentaire, je ne suis pas là pour sécher les gens avec des détails. Et donc, quand je disais dans ma précédente vidéo je suis passé à Linux, comme beaucoup de monde, c'est une facilité de langage. En réalité, on passe à un système d'exploitation, à une distribution GNU/Linux. Et alors, on ne va pas s'attarder sur le sens de GNU. Ah ouais ? Et pourquoi on n'en parlerait pas ? Parce que le G de GNU veut dire GNU. C'est un acronyme récursif, un mème du monde Linux auquel seuls les nerds du système s'intéressent. Je vous vois dans les commentaires, là, les pro-Linux au fond de la salle, qui ne sont là que pour voir si je dis des conneries, si je m'écarte de votre vision parfaite, de votre système irréprochable. Donc maintenant, je vais redire Linux. On se détend, c'est bon ? Je peux continuer ? Ok, c'est bon. Vas-y, continue. Donc sur le papier, chaque distribution Linux est un système d'exploitation différent. Alors attention, mate la taille des guillemets. Mais comme tous reposent sur un noyau Linux, avec surtout quelques variantes de version, eh bien ces systèmes sont tous relativement intercompatibles. L'immense majorité des choix techniques faits par ces distributions Linux sont transparents pour l'immense majorité des utilisateurs lambda. Systemd ou OpenRC, si vous savez ce que c'est, en réalité vous ne devriez pas être en train de regarder cette vidéo. Bon, sauf si vous êtes un des gars au fond de la classe. Et donc on va s'intéresser aux vraies différences qui peuvent vous impacter en tant qu'utilisateur. Il y a 3 grandes familles de distributions. Bon, en réalité un peu plus, mais on va s'intéresser aux 3 populaires. La branche Debian, la branche Red Hat, que je vais arbitrairement renommer branche Fedora pour faire simple, et la branche Arch. Et la principale différence entre ces branches, celle qui vous impactera le plus au quotidien, c'est le système de paquets et de mise à jour. En clair, la vitesse à laquelle les dernières versions des logiciels, des pilotes et même du noyau Linux arrivent sur votre machine. D'un côté du spectre, nous avons la branche Debian et toutes ses filles, Ubuntu, Mint, etc. Ici, les mises à jour sont conservatrices. Elles sont ultra testées, leur stabilité et leur compatibilité avec le système sont ultra éprouvées. Avantage, ces distributions sont hyper stables. Inconvénient, les nouveautés parfois salvatrices de certaines mises à jour peuvent se faire attendre très longtemps. À l'autre extrémité, nous avons la branche Arch et ses dérivés, Manjaro, CatchyOS, Endeavour. Ce sont ce que l'on appelle des rolling releases. Ici, tout est mis à jour continuellement, tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Si on dit que Arch ne s'adresse pas aux débutants, c'est parce que ce n'est pas sans maintenance.
Ce n'est pas catastrophique, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer. La branche Fedora est au milieu de ça. Le système de mise à jour est beaucoup plus proche de celui de Debian, cyclique par lot. Mais ils ont une attention particulière à ne pas rester à la traîne et dans l'ensemble, c'est plus à jour, plus vite que côté Debian. Fedora est en quelque sorte le laboratoire expérimental de Red Hat. Et comme Red Hat est un projet payant avec des obligations, ça se sent sur Fedora. Au top, stable, vite. Revoyons l'arbre de toutes les distributions Linux. Vous le voyez, chaque branche a des dizaines, voire des centaines de distributions. Et alors je vais casser l'ambiance. 98% ne servent à rien. Dans chacune de ces branches, il n'y a pas plus de 10 distributions, peut-être même moins, qui présentent un intérêt et un apport réel par rapport à leur mère, tout en étant pérennes. Les autres, ce sont des lubies de mecs qui pensent que proposer une distribution repackagée avec leurs idées changera le monde, et qui de toute façon finiront par lâcher l'affaire. Ça vous fait déjà beaucoup moins de raisons de distro OP. Donc lorsque vous choisissez une distribution, l'élément principal, celui qui est vraiment inflexible et ne peut pas être reproduit d'une distribution à l'autre, c'est vraiment ce système de mise à jour. Choisissez votre branche. Vous ne stabiliserez jamais une Arch à 100%, pas même avec la plus stable de ses filles. Vous n'aurez jamais une Debian dernier cri, pas même avec la plus moderne de ses filles. Dans votre choix surtout, pas de panique. Inutile d'aller sur Arch juste parce que vous avez besoin de 2 ou 3 logiciels ultra à jour, alors que vous vous moquez du reste. Si vous tenez à avoir une machine stable plus que tout, mais que vous avez vraiment besoin de la dernière version de votre slicer pour votre imprimante 3D, il existe des solutions comme Flatpak ou HappyMage, qui permettent d'installer ponctuellement un logiciel très à jour et autonome. Toutes les bibliothèques sont intégrées pour que le soft marche sans tripoter à votre système. C'est clean. Il y a aussi un autre critère pour choisir votre distribution, mais on y reviendra après, car je me rends compte que cette vidéo ressemble de plus en plus à quelle distribution choisir, alors que le sujet c'est le distro hopping. Et finalement, la dérive n'est pas illogique, car arrêter le distro hopping, ce n'est pas juste choisir une distribution, c'est aussi comprendre pourquoi on n'en choisit plus d'autres. Je vais vous tenir un propos qui va faire écho à ma précédente vidéo. Investissez-vous. Apprenez à régler les soucis que vous rencontrez, et par souci je n'entends pas que problème, bug, j'entends aussi combler les manques de votre distribution. N'écoutez pas les gens qui vous disent « cette distro est meilleure », ça ne sera pas le cas pour vous. J'ai un profil utilisateur plus que très polyvalent, et à chaque fois que je veux me relancer dans quelque chose que je n'avais pas encore envisagé sur Linux, je dois peaufiner mon système. Il y a autant de versions d'un même logiciel que de distributions, et c'est pareil avec les composants système. Peut-être que tel logiciel X vous posera quelques soucis sur une Nobara, mais sera nickel sur une Mint. Et à l'inverse, sur Mint, c'est la bibliothèque Y qui vous enquiquinera alors qu'elle fonctionnait sur Nobara. Je vais vous prendre 2 exemples perso, et ce ne sont que des exemples. Je fais partie des gens qui sentent encore les limites de Wayland dans leurs usages. Alors attention, Wayland c'est très bien. C'est le futur. Mais à ce stade, il n'est pas encore assez mûr pour moi. J'aurais pu choisir de réinstaller une distro basée sur Xorg, si tant est que ça existe encore, ou m'investir, apprendre à virer Wayland au profit de Xorg, conserver mon système, mes logiciels, mes réglages, et en plus, avoir appris un truc. De l'exacte même manière, j'ai un souci avec Pipewire, et j'ai dû retourner à Pulse Audio. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si j'avais distro OP jusqu'à trouver une distribution basée sur Xorg et Pulse Audio, déjà j'aurais cherché longtemps, et quand bien même il en reste, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas tomber sur un 3e, un 4e et un 5e facteur de choix, qui va de nouveau me pousser à chercher une nouvelle distribution. Linux est un Lego. Beaucoup de soucis se corrigent en remplaçant la version précompilée d'un logiciel par sa version Git, ou l'inverse. Les cartes graphiques ont plusieurs branches de drivers, plusieurs versions de Vulkan ou OpenCL. Peut-être faut-il juste en changer. Les plus grandes faiblesses de Linux viennent de sa plus grande force. Linux ose les ruptures. Il remplace des bibliothèques ancestrales et parfaitement fonctionnelles, entières, par de nouvelles solutions. Plus jeunes, plus problématiques pour la compatibilité à court terme, mais juste plus modernes et tournées vers le futur. Et ça implique d'apprendre à composer avec.
Le distro hopping ne solutionne pas ce point. La distribution sur laquelle vous êtes à l'aise aujourd'hui franchira aussi le cap de la rupture un jour. Et ce jour, adaptez-vous. Rétro-pédalez manuellement s'il le faut pour laisser aux mises à jour le temps de mieux vieillir. Je vais marteler ce point. À partir de certains usages ou de certains niveaux d'usage, il n'est pas possible de basculer à Linux sans un investissement personnel. Ceux qui disent le contraire ont soit un usage qui n'implique pas cet investissement, soit vous mentent sans même s'en rendre compte. Mais les « moi je suis sous Linux depuis 18 ans et tout a toujours été parfait », les gars, non. Et on va finir par le dernier point, le dernier critère de sélection très sous-estimé lors du choix d'une distribution, l'environnement de bureau, le DE, Desktop Environment. Ce n'est pas juste la tronche que votre explorateur de fichiers ou que votre barre de tâches auront, parce qu'on pourrait facilement se tromper en le résumant à ça. C'est tout un panel de préférences système vous offrant une configuration plus ou moins avancée, plus ou moins simplifiée de votre machine. C'est aussi un écosystème complet de logiciels de base, s'apparentant parfois un peu à des bloatware, mais souvent très utiles, comme pour la lecture ou l'édition de certains documents. C'est la capacité d'interagir ou non avec votre smartphone pour recevoir des notifications ou échanger des fichiers. Et ça peut aussi avoir un impact plus ou moins important sur certaines features hardware. Votre DE intègre une bonne partie de la gestion de l'affichage, le compositeur. Et par exemple, certains environnements étaient très en avance sur la gestion de l'Adaptive 5. Oui, le DE, ça va jusque-là. Personnellement, j'ai redécouvert mon système lorsque j'ai fait la transition à KDE. Je dis pas qu'il est génial. D'ailleurs, j'aimerais bien m'en passer, pour plein de raisons. Mais c'est le seul DE qui m'a donné cette sensation que tout marche, clé en main, ou presque. KDE a plein de défauts, mais c'est un énorme projet. Kdenlive ou Krita, qui n'est pas un Photoshop, sont des logiciels fournis, des bloatware de l'environnement KDE. Et si je dis que j'aimerais bien me passer de KDE, c'est parce que, dans l'absolu, il existe des DE plus en adéquation avec ma philosophie. J'adore GNOME, XFCE et Cinnamon me semblent respectables, mais juste, pour moi, ça n'a pas pris. Vous n'avez peut-être pas besoin de changer de distribution, mais juste de DE, et d'en trouver un qui vous convient mieux à vous. Et c'est donc l'ultime critère de choix d'une distribution, car certaines proposent librement le choix du DE à l'installation, mais d'autres non. Si vous aimez Ubuntu, eh ben c'est GNOME. Et comme virer un DE fraîchement installé pour le remplacer par un autre est peu rentable, il vous faudra vous orienter vers la bonne variante dès l'installation. Si donc à ce stade vous êtes déjà sous Linux, vous vous demandez ce que vous devez faire. En priorité, investissez-vous. Réglez vos soucis avec la doc, c'est chiant, mais c'est indispensable, quoi qu'en dise le mec là au fond de la classe. Si vous vous êtes trompé de DE, essayez-en un autre. Vous n'imaginez pas à quel point cela peut révolutionner votre usage. Et si vraiment vous vous êtes trompé de distribution, de branche, alors faites-vous plaisir. Mais réfléchissez bien, choisissez en connaissance de cause, car c'est la dernière fois. Et je vous dis à très bientôt dans le bureau des machines.